Et une fois de plus, le problème, c'est pas de pas vouloir d'enfants, c'est quand ça en devient un objet de propagande et de force, presque de menace. 663 000 bébés qui sont nés en 2024. C'est le chiffre le plus bas depuis la création de l'INSEE. En fait, il y a beaucoup de culpabilisation sur le rôle de l'homme, etc. On veut un homme de plus en plus, moi j'appelle ça démasculinisé, clairement. Si on pouvait leur retirer ce qu'ils ont entre les jambes, pour certaines, elles le feraient. La PMA devrait être réservée qu'aux couples hétérosexuels parce que, une fois de plus, un enfant, à mes yeux, a besoin d'un papa et d'une maman. Bonjour Louise. Bonjour Loane. On ne te présente plus, tu es la présentatrice de la matinale de Frontières. Tu portes cette tranche d'antenne depuis maintenant plus d'1 an. En parallèle, tu produis du contenu graphique sur les réseaux sociaux pour informer et sensibiliser notre génération sur les enjeux majeurs de notre époque. Parmi eux revient souvent la question de la famille et de la natalité. Mais tu le sais bien, des publications Instagram n'auraient pas suffi pour couvrir ce sujet si essentiel à la survie de la France et plus largement de l'Europe. Tu as donc reçu des femmes expertes en la matière, des mères de familles nombreuses, des sages-femmes, la présidente d'un mouvement féministe ou encore une journaliste engagée sur les questions familiales et sociétales et bien d'autres. Pourquoi trouvais-tu donc important de réaliser ce documentaire et est-ce qu'il y a pour toi autant de raisons personnelles que professionnelles ? Écoute Loane, c'est une très bonne question. Pour ma part, ça s'est posé début d'année quand j'ai vu les chiffres qui sont tombés. 663 000 bébés qui sont nés en 2024. Et pour savoir, alors les gens vont le découvrir à travers le documentaire, c'est le chiffre le plus bas depuis la création de l'INSEE, donc après la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je vois les chiffres qui dégringolent et surtout, je réfléchis aux risques tant économiques que d'identité, de perte d'identité, de transmission pour les Français et les Françaises, les parents, les couples. Et je me suis surtout posé la question, pourquoi est-ce que les femmes, les couples, les hommes également ne font plus d'enfants, soit n'en font plus, soit n'en veulent plus, ou alors ils en veulent, mais ils sont, on va dire, Découragée ? ils sont découragés, ils se confrontent à de nombreux obstacles, ou alors simplement ils vont être découragés surtout pour des raisons économiques, ou alors ils vont douter en se disant est-ce que en fait, ça ne va pas stopper notre vie de couple avant tout ? Est-ce que ça ne va pas nous coûter trop cher ? Est-ce que notre vie va continuer ? Est-ce qu'on va être suffisamment libre ? Toutes ces questions que je comprends, et je les comprends d'autant plus qu'il y a quelques années, je partageais ces questions-là. Il y a aussi des questions d'identité, de sécurité qui arrivent aujourd'hui. On ne peut plus passer à côté de ces questions-là. C'est des questions que j'ai souhaité aborder dans ce documentaire parce que quand je vois dans les médias, sur les réseaux sociaux, des personnes ou des journaux qui abordent la question de la natalité et de la chute de la démographie, de la dénatalité de manière générale, en fait, on ne parle pas trop d'identité, on ne parle pas trop d'insécurité. Et pourtant, alors, c'est vrai qu'on reproche souvent à Frontières, oui, vous ne voyez que par l'immigration. La réalité, c'est que ça a un impact sur toutes les strates de la société et nos abonnés qui regardent ce documentaire, et peut-être des personnes qui seront simplement curieux de découvrir ce documentaire, se diront effectivement, pourquoi est-ce qu'elle parle d'immigration dans ce documentaire-là ? Ça a toute sa place et je l'ai expliqué. Et c'est développé dans le documentaire à travers différents intervenants. J'ai fait par exemple intervenir Alain Destex, qui est ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Il a écrit un essai sur Mayotte, sur l'impact de l'immigration. Mayotte, qui est le 101e département français aujourd'hui, et qui est le premier département à être autant victime de l'immigration, de l'afflux migratoire, et qui est aussi victime dans le côté aussi médical, la maternité, qui est à Mayotte, est submergée de migrants, de clandestins C'est qui arrivent. extrêmement insalubre. On a vu même la semaine dernière C'est qu'ils n'ont plus d'eau catastrophique. potable. Non. Exactement. Et c'est catastrophique, c'est triste, mais Mayotte, et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi leur rendre hommage. J'ai reçu beaucoup de messages de Mahorais aussi qui me disaient merci de parler de nous, puisque ce sont les oubliés, mais ce sont aussi, pour moi, Mayotte est le miroir de ce qui arrivera à la France si on ne prend pas la mesure de tout ce qui est en train de se passer en France. Donc, pour bien répondre à ta question du départ, la raison pour laquelle j'ai souhaité faire ce documentaire, c'est pour
aborder des questions qui ne sont pas suffisamment posées dans les médias sur ce sujet-là et surtout me poser les questions aussi à moi-même, remettre en question, aussi les opinions de la droite comme de la gauche parce que, l'objectif c'est pas de cibler, seulement, une politique de gauche. La politique de droite n'est pas forcément, toujours, idéale, mais c'est peut-être d'aborder les questions différemment, avec des experts, avec les premiers concernés, des femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, d'autres qui n'y arrivent pas, d'autres qui ont fait une vasectomie ou une ligature des trompes, famille nombreuse également. Et ça m'a permis vraiment de comprendre certaines choses, de aussi réfléchir pour moi parce que quand tu poses la question: «Est-ce que c'est professionnel et personnel?» Oui, c'est personnel aussi, je dirais même avant tout parce que, comme je l'ai dit, j'ai 24 ans, et à 24 ans, je me pose beaucoup de questions sur notre avenir aussi. On travaille dans un domaine, Loane, qui, ne peut pas ne peut manquer à personne, pardon. On est dans un domaine qui fait peur. On est, sur le front, on va dire, de toute cette insécurité, de tout cet afflux migratoire qui, effectivement, est un danger pour l'équilibre de notre identité, de la France et à plein de strates de la société. Donc pour moi, ça me paraissait absolument évident d'apporter toutes ces questions-là. Est-ce que tu peux nous dire en travaillant sur ce documentaire, à cause de quels principaux facteurs le taux de fécondité atteint-il maintenant un record aussi bas en France? Alors, la raison pour laquelle ça atteint en fait, le taux de fécondité, pour expliquer aux auditeurs, aux personnes qui vont regarder ce documentaire et qui vont, regarder cette émission, c'est calculé donc c'est le taux de fécondité, c'est combien d'enfants par femme. Aujourd'hui, on arrive à un stade de 1,6 enfants par femme et c'est en déclin. Au fur et à mesure des années, depuis 2010, on est déjà passé de 1,8 à 1,6, ce qui est énorme. Donc déjà, c'est calculé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce taux-là? Parce que aujourd'hui, la plupart des couples, quand ils décident d'avoir des enfants, en font un, 2, 3. 3, c'est considéré comme famille nombreuse aujourd'hui en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. La comparaison que je fais par exemple avec l'afflux migratoire, on fait venir en France des personnes qui sont originaires de pays pour qui 3, c'est famille très très peu nombreuses. Ils sont plutôt sur une moyenne de 5, voire parfois 8, selon, certains pays. Donc, heu, pour moi, la raison pour laquelle on arrive à ce stade-là, c'est que les Français de souche, ne font plus autant d'enfants, et simplement aujourd'hui même le chiffre est faux à mes yeux. Ce chiffre-là, il ne représente pas les Français. Puisqu'aujourd'hui ce qui compense le nombre d'enfants, ce taux, de fécondité, les personnes issues d'immigration font beaucoup plus d'enfants que les Français de souche déjà. Donc on est sur un chiffre qui est faussé. On en a discuté avec Alain Destex que, cet entretien, ils le découvriront en bonus, en format long, hein, pour vraiment comprendre tous les enjeux. Mais donc il y a cette partie-là et aussi les femmes, font un enfant, aux alentours le premier enfant, elles le font aux alentours de 29,1 ans. Donc elles le font tard, le Mmh. premier enfant. De plus en plus tard De d'ailleurs. plus en plus Mmh. tard et quand on le fait de plus en plus tard, disons qu'on est aussi sur un taux de possibilité d'avoir un enfant qui diminue. Alors à 29 ans, voilà, ça va, normalement, on est en capacité d'avoir un enfant sans problème, sauf exception. Parfois, on peut avoir des difficultés qui viennent aussi, du papa. Bon, il y a plein de raisons médicales qui existent, certes, mais ce qui est réel, c'est que plus on tarde, plus, effectivement, on décide d'en avoir moins. On a aussi, différentes envies. On est aussi en fait, on se dit: «On va avoir des enfants, mais on veut quand même continuer de vivre». Donc Mmh. on va pas avoir plus de 3 enfants parce que sinon on change de voiture, on Des change de raisons maison. professionnelles aussi? Raisons professionnelles également. Ceux qui habitent en ville font bien moins d'enfants que ceux qui vivent à la campagne parce que, enfin, le prix, des logements en ville sont absolument aberrants et je le partage aussi parce que je vis en région parisienne. Je ne pourrais pas, avoir 36 000 enfants si je reste en région parisienne. Donc les gens doivent partir. Sauf que si on a un travail en ville, bah, en fait, on va pas sacrifier sa carrière. Aujourd'hui, on met la priorité à la carrière avant la famille pour beaucoup de femmes. Aussi, la raison pour laquelle la femme fait de plus en plus tard le premier enfant, c'est parce que la priorité est mise sur la carrière et les études qui terminent de plus en plus tard aujourd'hui. Et les femmes, et c'est génial, hein, je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, sinon je serais même pas là. Et une fois de plus, le féminisme à la source, on va dire, avait des super
bonnes explications et que je partage profondément, puisqu'une fois de plus, sinon, je ne serais pas là à parler dans ce C'est micro. toujours la base de l'idée qui est bonne et Exactement. l'application qui est, Ça a mal évolué, qui laisse à disons. désirer. Ça a mal Ouais. évolué, ça s'est mal adapté dans le temps. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est priorité à la carrière et au confort, donc à l'individu, avant la transmission, avant la valeur famille, qui n'est pas forcément négatif, mais qui a effectivement des conséquences sur ce taux. Donc Louise, on vient d'évoquer le féminisme dans son impact quant à la baisse de natalité en France. Comment est-ce qu'il a réellement changé les mentalités jusqu'à nous repousser de la maternité? Alors, en fait, ça s'est fait très progressivement. C'est mon avis, hein. Je suis une ancienne féministe convaincue. Maintenant, une fois de plus, je ne me sens pas alignée avec le féminisme vu aux yeux d'aujourd'hui, on va dire, le néo-féminisme, comme on Le l'appelle. féminisme moderne. Exactement. Je pars sur des bases solides du féminisme que je partage et aujourd'hui, c'est plus la même chose selon moi. Alors, la manière dont ça a impacté déjà, c'est l'influence de certaines personnalités très fortes. On pense notamment à Simone de Beauvoir et bien d'autres, hein, femmes intellectuelles qui étaient très bourgeoises. Euh, Tu c'est cites dans ton documentaire ouais, Elisabeth Badinter ouais, aussi. exactement. Qui ont été des femmes très très puissantes à leur époque. Leurs livres se sont vendus. Alors pour Simone de Beauvoir notamment, son livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, des milliers, des millions d'exemplaires. Encore aujourd'hui, hein, il est vendu et c'est une femme qui est souvent citée par les féministes, les néo-féministes. C'était C'est une une femme. référence internationale, mondiale. Oui, complètement. C'est une référence qui est internationale et c'est un problème. C'est un problème parce que c'est une bourgeoise, c'était une très très grande bourgeoise, très bien éduquée, très intelligente, mais qui n'avait pas les mêmes questions à se poser que d'autres femmes de la classe moyenne, voire classe ouvrière, qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas les mêmes accès, donc pas le même luxe de s'instruire, etc. Donc ces féministes, on va dire de la première ère et de la première heure, pardon, qui ont été à inciter certaines femmes à aller vers prioriser le travail plutôt que la famille, l'industrialisation, etc. Toute cette époque-là a été très, très impactante sur la famille, famille industrielle. Ce qu'on appelle la famille industrielle, c'est effectivement faire beaucoup d'enfants. Le mari, souvent, est au travail, la femme s'occupe des enfants, etc. Sauf que, à qui est-ce que ça profite? À qui est-ce que profite aujourd'hui le féminisme? Euh, Ce sont les patrons. Alors, une fois de plus, on est content d'être ici, on aime notre travail. C'est pas un sujet. Le problème étant que toutes les femmes n'ont pas accès à tous les privilèges auxquels nous avons accès aujourd'hui. Alors, certaines vont partir de très bas et arriver à aller très très haut par différentes portes, parce qu'elles vont faire des études, parce qu'elles vont beaucoup travailler, parce qu'elles vont payer des écoles extrêmement chères. Mais toutes les femmes ne peuvent pas accéder euh, à des travails qui leur permettent d'avoir un niveau de vie supérieur et donc de pouvoir travailler et avoir des enfants. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à un stade, et c'est mon avis, hein, et j'imagine que ça fera du débat derrière, d'autres femmes diront différemment, mais en fait, Chesterton disait, et c'est une citation que je dis souvent, c'est qu'on a fait croire aux femmes que de travailler pour leur patron valait mieux que de travailler pour leur mari. Alors, je la dis pas parfaitement, mais je la cite effectivement une fois de plus dans le documentaire, simplement parce que c'est un dupe. On a dupé les femmes. On leur a fait croire qu'en trouvant leur indépendance en travaillant, elles allaient être plus heureuses que chez elles. Pour moi, avoir des enfants, c'est pas nécessairement servir son mari. C'est aussi construire une société, c'est transmettre des valeurs. Je parle aussi d'écologie dans mon documentaire parce que c'est une question que beaucoup se posent. Certains décident de ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques. Euh, Les éco-anxieux. Éco-anxieux, l'éco-anxiété est énorme aujourd'hui et les médias y participent énormément. Alors, il y a certaines choses que je partage, très très honnêtement. Moi-même, il y a des choses que je vois dans ce monde, mais j'estime que la France n'est pas la pire dans ce niveau, on va dire, de catastrophe au niveau climatique. Alors, elle a sa responsabilité sur certains points, mais typiquement,
sur ce pas-là, la transmission, moi, je compte transmettre à mes enfants des valeurs autour de l'écologie. Pour moi, arrêter de faire des enfants, typiquement, alors peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais arrêter de faire des enfants, c'est pas la bonne solution. Pour moi, faire des enfants, c'est transmettre un meilleur avenir. C'est aujourd'hui, les enfants sont l'avenir de la planète. Arrêter de faire des enfants, c'est laisser faire des enfants chez d'autres qui, eux, n'ont pas le même niveau aujourd'hui de développement, par exemple, le niveau de recherche. La même relation à l'environnement, à notre Exactement, nature française. exactement aussi. Et c'est donc voilà, toutes ces raisons pour moi, le féminisme a eu un impact parce que le féminisme a dupé certaines femmes qui n'avaient pas accès à tout ce qu'une bourgeoise peut prétendre, comme Simone de Beauvoir. Donc, même, je cite aussi Corinne Mayer, et il me semble dans le documentaire, ou dans tous les cas, je la cite assez régulièrement. C'est la personne qui a écrit le livre No Kids, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. C'est très triste. Et je crois que c'est Gabrielle, qui est une des mamans que j'ai interviewée, maman de famille nombreuse, qui me disait, et je pense que sa foi a fait beaucoup, et donc elle a beaucoup de compassion, et elle disait: «Cette femme doit être très triste parce que le pire, c'est qu'elle a des enfants». Donc pour ces enfants qui entendent qu'un enfant suce le sang, qu'il est littéralement un microbe, quelque chose qui lui ponctionne toute son énergie, qui est ingrat, tout ça, mis dans la tête de jeunes femmes qui hésitent à avoir des enfants et qui lisent des femmes comme Simone de Beauvoir, Corinne Mayer et plein d'autres femmes intellectuelles, en fait, je suis désolée, mais c'est catastrophique. Et c'est une très, très mauvaise image de la maternité, de la femme au foyer également. Nos politiques ont leurs responsabilités. Emmanuel Macron a fait des déclarations catastrophiques sur les femmes qui décidaient d'avoir plusieurs enfants, sous prétexte qu'elles étaient forcément moins éduquées. Moins C'est du instruite. grand n'importe quoi. Donc, c'est que là, Gabrielle Cluzel est idiote. Non, je crois pas. C'est une femme qui est brillante, que j'ai reçue dans mon documentaire, qui est admirable. Et pourtant, elle a 7 enfants. Comme quoi. Comme quoi. C'est bien que tu aies parlé du mouvement No Kids. À ton avis, qu'est-ce qui a fait qu'il se soit autant propagé dans la société, dans notre génération, chez nos contemporaines? C'est une bonne question. Pour moi, le mouvement No Kids, une fois de plus, c'est un peu comme la base du féminisme, c'est un peu un dupe. Euh, c'est un peu un prétexte pour certaines femmes de se donner un certain pouvoir là où elles n'en ont pas forcément. En fait, la femme, le pouvoir le plus puissant qu'elle a, c'est de ne pas faire d'enfants aussi. Euh, Comme on dit, mon corps, mon choix, qui est un slogan très très connu chez les féministes. Si elles décident de ne pas avoir d'enfants, elles n'en ont pas. Et ça, pour le coup, on ne peut pas l'imposer. J'ai aussi reçu Faustine qui a décidé de ne pas avoir d'enfants, qui est une personne absolument adorable que j'ai eu plaisir à rencontrer. Et j'espère aussi que son témoignage sera très bien reçu par nos auditeurs, parce que je ne souhaite pas imposer le choix aux femmes, et que ça soit bien clair, je ne dis pas faites des enfants, faites des bébés. Mon objectif, c'est vraiment de répondre à cette question, pourquoi les femmes n'en font pas. Mais le mouvement No Kids, pour moi, il a pris aussi parce qu'il a été viral. Il a été viral, je pense qu'il n'aurait pas pris de la même manière s'il n'y avait pas eu de réseaux sociaux. Le mouvement No Kids s'étend sur Instagram, mais pas que. Sur TikTok, depuis l'apparition de TikTok, c'est un calvaire. Moi qui suis pas mal au fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de par ce que je fais au travail, j'essaie de suivre toutes les tendances. Il suffit, et les personnes qui regarderont le documentaire découvriront, mais il suffit de regarder TikTok, mettre le hashtag No Kids. Pour voir C'est une propagande pléthore anti-enfants. de vidéos là-dessus. C'est choquant. Ouais, bien sûr. C'est une haine. C'est une haine des bébés, des enfants. C'est de l'intolérance à foison. J'ai regardé aussi, et c'est vrai que ça m'a un petit peu bouleversée de voir Tu m'as dit, cette tendance. ça Ça m'a fait m'angoisse. quelque chose. Ça m'a angoissée, effectivement. C'est catastrophique. Il y a Lou Media, qui fait partie de la branche de Néo, qui avait sorti des chiffres que j'ai plus exactement en tête, mais sur la proportion des Français qui aimeraient qu'il y ait beaucoup plus d'espace No Kids dans l'espace public. Ça s'est développé aussi. C'est un mouvement sous-jacent du mouvement No Kids. C'est exactement le même principe. C'est un rejet. Pour moi, on était hier matin dans un café. Loane, on était dans un café parce qu'on faisait une réunion par rapport à la matinale. On était à côté d'un couple avec un enfant qui écoutait son dessin animé en terrasse extrêmement fort. C'est pas de la faute de l'enfant. C'est de la faute des parents
qui ne savent pas du tout agir en société. De l'éducation qu'ils insufflent en leur enfant. Exactement, Oui. qui se disent pas, bah déjà, on va peut-être occuper un enfant autrement qu'avec un écran. Ils s'en occupaient pas, ils le laissaient comme ça aujourd'hui. Pour moi, il y a une mauvaise éducation des parents, plus que des enfants. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une génération, on va encore taper dessus, mais baby boom, des boomers, qui aujourd'hui sont très très intolérants. Pourtant, ils font partie d'une génération qui a été la surpopulation. On entendait le général de Gaulle à l'époque s'inquiéter du nombre de personnes qu'il y aurait en France aujourd'hui. Eh ben alors oui, effectivement, quand on regarde proportionnellement aujourd'hui, il y a plus de vieux que de jeunes. Il y a plus, on va arriver, je crois que même qu'on avait quasiment été alignés au niveau de l'accroissement, on arrive quasiment au même stade. Si ce n'est pas déjà le cas. Proportionnellement, oui. Proportionnellement, il y a autant de naissances que de morts. Et surtout, au niveau des retraites, il y a plus de retraités aujourd'hui que de naissances. On donnera peut-être des chiffres Ça plus faisait précis. notamment partie du débat pendant la réforme des retraites. Bah, exactement. Mais c'est un sujet, sauf qu'en fait, quand on entend Emmanuel Macron dire faites des enfants, alors il le dit pas comme ça, sinon il va être insulté de pétainiste une fois de plus, parce que c'est toujours ce qui est avancé dès qu'on parle de natalité, c'est une idéologie raciste parce que pesant sur l'idéologie du grand remplacement, etc. En fait, au-delà de ça, c'est vraiment purement, si on parle purement Statistique. économique, C'est une simple question de statistiques et de chiffres. c'est ça, c'est Et, que de en logique, fait, on finalement. ne peut pas survivre. Aujourd'hui, la France, moi j'appelle ça un suicide actuellement, ce qu'on est en train de vivre. Si on continue dans cette voie, littéralement, déjà un enfant aujourd'hui naît endetté, c'est factuel. On dit qu'un enfant coûte environ 250 000 euros, il me semble, jusqu'à ses 20 ans pour un adulte. Donc déjà, ça donne pas très envie, il faut voir différemment les choses. Comme dit Gabriel Cluzel, dans ces cas-là, on pourrait, si j'ai 7 enfants, je pourrais acheter cette maison. Dans ces cas-là, pourquoi avoir des enfants? Enfin, c'est très, très idiot. Mais plus généralement, effectivement, là, on est dans un problème économique que Olivier Babot soulève très, très bien. C'est que c'est la cata. Vraiment, c'est catastrophique. On va vers un seuil on a un seuil de renouvellement qui n'est pas là du tout. Un seuil de renouvellement, c'est à 2,1. Là, on est à 1,6. Donc, on ne renouvelle même plus notre population. Et ce ne sont même pas les Français de souche qui font des enfants. Donc, chez nos contemporaines, il y a plusieurs arguments qui reviennent pour justifier de ne jamais vouloir d'enfants. Lesquels principaux? Tu les as peut-être un petit peu évoqués plus tôt, mais les piliers de ces arguments, lesquels sont-ils? Alors, il y a beaucoup. Moi, ce que je vois beaucoup, ce que j'entends, parce que même dans mes proches, il y a certaines personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, ligature des trompes, etc. Et une fois de plus, c'est quelque chose que je ne juge pas. Vraiment, et je veux vraiment que les gens qui regardent le docu et qui regardent cet entretien comprennent que je n'ai aucun jugement. Non, c'est juste, t'as plutôt une démarche avec ton documentaire Exactement. de vouloir comprendre en fait d'où vient ce phénomène. C'est ça. En gros, comment on en est arrivé là. Exactement. Et donc pour moi, ce que j'ai relevé, c'est beaucoup d'individualisme. Je préfère individualisme parce que c'est plus joli que d'égoïsme, même si bon, ça se rejoint. Individualisme parce que l'individu prime. Aujourd'hui, une femme va effectivement, et ça s'entend, privilégier avoir un niveau de vie assez important pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir avoir le dernier maquillage, les derniers vêtements, aller acheter son panier chez Zara toutes les semaines, etc., plutôt que de devoir se serrer peut-être un peu plus la ceinture que d'habitude pour un autre individu. Donc, la femme et l'homme, il y a beaucoup d'hommes aussi qui décident de ne plus avoir d'enfants, qui font des vasectomies, etc. Ça reste minoritaire. Je pense que la femme... est-ce que tu ne penses pas justement que la femme est ciblée par rapport à ça? Parce que premièrement, évidemment, c'est elle qui porte l'enfant. Deuxièmement, est-ce que ce ne serait pas dû à sa psychologie, finalement, au fait que la femme est peut-être plus influençable, que c'est elle qui va recevoir tout ce matraquage de propagande? Est-ce que tu penses que c'est pas lié? C'est elle qui regarde les films Netflix, par exemple. Est-ce que tu penses que voilà?
Peut-être, mais en fait, ça s'est installé, une fois de plus, très insidieusement depuis des années, presque 60 ans, hein. Mai 68, ça a été, aussi, l'époque, d'un féminisme très puissant qui disait, une fois de plus: «Mon corps, mon choix, si je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant» et une fois de plus, le problème, c'est pas de pas vouloir d'enfant, c'est quand ça en devient un objet de propagande et de force, presque de menace. Aujourd'hui, il y a quand même un problème aussi qui va au-delà en fait, pour faire un enfant, il faut 2 personnes, un homme et une femme, heu et en fait, les hommes et les femmes se rencontrent moins qu'avant. On est sur, quand même une façon de se rencontrer qui est bien plus compliquée qu'avant. Et ça, je Heu pense que c'est, un consensus au sein de notre, génération. ouais, exactement. Je pense on le sait tous Ouais. maintenant. C'est difficile, avant les hommes et les femmes déjà se rencontraient plus facilement parce qu'ils faisaient partie des mêmes villages, donc ils se connaissaient parfois depuis, tout petits. Aujourd'hui, on bouge beaucoup, donc on va aller, plus vers les villes, donc pour se rencontrer, puis plus on vieillit, plus c'est compliqué de se faire des amis, de Je rencontrer des pense qu'on se personnes. rencontrait par centre d'intérêt aussi. Ouais. Les lieux de rencontre étaient plus divers. Mmh. Je pense que les lieux de rencontre maintenant, c'est, le téléphone portable. Ouais. Bah, en fait, il y avait peut-être pas tant de diversité de lieux où se rencontrer, mais disons que les jeunes sortaient beaucoup plus. Aujourd'hui, comme tu dis et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, le téléphone est devenu, on va dire l'extension de notre main. C'est devenu un objet, social qui est asocial. En réalité, il y a rien de moins social qu'un téléphone. Bon après, je suis victime de ma génération, je suis tout le temps dessus, hein, je dis pas le contraire. Mais pour rencontrer une personne, bah, c'est plus compliqué, d'où aussi l'extension des sites de rencontres, que je juge pas parce que je pense que ça permet aussi d'avoir des liens. Non, c'est vrai, sincèrement, je pense que ça peut aider, des personnes, par exemple, très timides. Sans ça, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne rencontreraient personne aussi, c'est une difficulté. Mais après, je fais pas la promo des sites de rencontres parce que chacun le gère comme il le veut. Mais je suis pas non plus contre, à 100. C'est un autre débat de toute manière. Mais tout ça pour dire que, sur cette partie-là, effectivement, les réseaux sociaux, ont un impact. On s'isole de plus en plus, on reste beaucoup de notre côté. Donc déjà, les hommes et les femmes ont plus de difficultés à se rencontrer et quand ils se rencontrent, lorsqu'ils se rencontrent, ça va être compliqué de créer aussi de la fidélité. Il y a un manque de fidélité. Faut dire les mots. Je peux entendre on soit dans une société de consommation, mais cette consommation s'applique aussi aujourd'hui à l'humain. On est dans cette Le marché de surconsommation, l'amour, ouais, le bien marché sûr, de bien l'amour. sûr. On va beaucoup plus vite se lasser, on va avoir du mal à avoir des obstacles et de se dire bah, on les franchit ensemble. Beaucoup plus de divorces Mmh. qui sont. Alors, peut-être que les hommes trompent plus facilement que les femmes. Il faudrait faire des statistiques, j'en sais rien. Mais c'est les femmes qui incitent Qui initie le qui divorce. initient le divorce. Mmh. Donc beaucoup, beaucoup de divorces chaque année. Alors je crois qu'il y a de plus en plus de mariages, ça recommence un petit peu. Ça a légèrement augmenté, il me semble. Alors je parle aussi des Pacs, même si ça n'a pas la même valeur, on va dire, traditionnellement, mais globalement, ça reste quand même important. Mais les deux associés, donc il y a de plus en plus d'unions, mais ça reste quand même compliqué de construire et de concrétiser par l'arrivée d'un enfant. Parce que un enfant, c'est extrêmement engageant. Un divorce, se pacser, bah, Ça reste du contrat. ça reste du contrat. Un Pacs, ça se supprime en quelques minutes, on va dire. Et un divorce, bah, alors ça peut être plus ou moins compliqué selon la relation qu'on a avec la personne. Mais pareil, bah, par un avocat, ça coûte un petit peu. Mais si tout se passe bien, ça peut se défaire très très rapidement. Un enfant, lorsqu'il est là, c'est à vie. Et les gens réfléchissent beaucoup plus qu'avant, puisque bah, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont issus de parents divorcés. Les parents divorcent de notre génération. Moi, mes parents, j'ai de la chance, sont encore ensemble, mais autour de moi, Les miens sont divorcés. voilà. Et autour de moi, je connais plus de parents divorcés, enfin d'amis où leurs parents sont divorcés, que toujours ensemble. On a eu une génération de parents qui ont beaucoup plus eu cette liberté de choisir d'arrêter, au détriment parfois des enfants, qui en ont souffert, qui parfois donc ont aussi ces doutes-là, hein, d'avoir peur de reproduire le même schéma, etc. C'est très traumatisant. Et je pense que le divorce a traumatisé aussi la France, même si c'est pas une mauvaise chose. Je pense que alors, je vais faire une drôle de comparaison qui sera peut-être mal interprétée, donc je vais prendre toutes les pincettes du monde, mais tout comme l'avortement.
qui devrait être le choix, la dernière possibilité, comme disait Simone Veil, hein, c'était la dernière Mmh. option, Dernier recours, dernier l'ultime recours. recours, exactement. Pour moi, le divorce Devrait l'être aussi. devrait l'être aussi, parce que c'est trop grave comme décision. Alors, quand il y a des enfants, hein, je parle. Mmh. Bon, après, quand on est que deux dans l'histoire, bah, ça se défait et c'est la vie. C'est triste, mais c'est comme ça. Quand il y a Et des c'est enfants, encore une autre question oui, quand on se marie à l'église, oui, quand on se marie devant Dieu. mmh, Je pense qu'il y a aussi ces questions spirituelles. Dis-moi ce que totalement. tu en penses aussi, mais quand tu parlais du déclin, de la recrudescence des divorces, notamment dans la génération de nos parents, Mmh. ça peut peut-être être lié à un certain déclin spirituel, Ouais. qui voilà, qui, Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. qui recommence d'ailleurs aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de baptêmes, on l'a vu, Mmh. à la dernière Pâques. C'est peut-être aussi lié à la recrudescence des mariages. Mmh. Bref, c'est tout un autre sujet, Non, mais en tout mais c'est cas, un vrai sujet ouais. moi j'en ai vaguement parlé parce que je ne voulais pas que mes propos soient utilisés à l'encontre de mon documentaire. Parce que même si moi je suis très croyante, je sais que ce documentaire ne va pas nécessairement être regardé par des personnes croyantes, donc ça regarde tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est que la baisse de la foi, dans la génération de nos parents qui est en train de repointer son nez, depuis, quelques années, a eu un impact effectivement sur le couple, sur, aussi, la place en tant que femme, en tant qu'homme. Non pas, que je rentre dans le cliché que la femme, reste à la cuisine et que l'homme va au travail. Évidemment que non. Mais c'est vrai que ça a eu un impact extrêmement important et pour revenir rapidement à la question de tout à l'heure, d'effectivement ce qui a impacté les femmes dans leur choix de ne pas avoir d'enfants, effectivement, il y a de l'individualisme, mais aussi, c'est devenu, comme ce que je disais tout à l'heure, un objet de revendication. C'est presque devenu une identité à part entière d'être une femme qui décide de ne pas avoir d'enfants et alors je vais être mesurée sur le propos aussi. Je pense que mine de rien, la femme qui a des enfants n'est pas mal vue dans la société, mais on va toujours, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui se plaignent et je le comprends parce que ça doit être barbant, qu'on leur dise toujours: «Ah mais quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Quand est-ce que tu vas avoir un enfant?» et cetera. Ça peut être pesant. Une fois de plus, je l'ai vu dans mon cercle proche, ces personnes un peu usées qu'on leur pose toujours la question puisqu'elles n'en voulaient pas. Mais au sens inverse, il y a des femmes qui décident d'avoir plusieurs enfants, énormément, dans le sens, par exemple, Gabrielle que j'ai rencontrée, qui est mère de famille nombreuse. Alors elle, dans son environnement, parce qu'elle a un environnement, je pense, plus sain, plutôt autour des militaires, et cetera, les femmes familles nombreuses, donc elle a un environnement assez sain, mais sur les réseaux sociaux, le nombre de commentaires sous des vidéos, par exemple sur TikTok, une femme qui a beaucoup d'enfants et qui va re-être enceinte de temps en temps, enfin rapidement, hem, va être mal vue. Ça va être: «Bah, quand est-ce que tu arrêtes de On la pondre? C'est culpabilise quelque bon». part, bien sûr, Ouais, ça ouais, va bien être: sûr, ouais. «Pourquoi quand est-ce que tu Ouais, arrêtes? Ça fait pas un peu ouais, trop là, machin? ouais. Tu vas utiliser toutes nos ressources». Bah, en fait, c'est grâce à ces enfants, que tu ne fais pas, que tu auras peut-être une retraite. Faut aussi réfléchir différemment et puis là, je parle de la retraite, mais comme toute autre chose. Par exemple, qui est-ce qui ira je vais être vulgaire, hein, mais qui est-ce qui va te torcher les fesses quand tu seras à la maison de retraite? Bah, ça sera pas des enfants, en fait. S'il y a pas de renouvellement démographique, mais comment est-ce qu'on peut, Bah, on peut pas. espérer une société Ben, future, quoi, en fait? remplacement. Louise, dans ton documentaire, on voit clairement, sur un graphique dont la période donnée est entre 2010 et 2023, une courbe rouge qui baisse constamment et une courbe bleue qui augmente. La première représente la stérilisation féminine et l'autre la masculine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène? Alors, moi, je l'explique simplement, il y a beaucoup de poids aujourd'hui qui est mis sur les hommes. Je ne vais pas, retirer, tout le tort que les hommes, font aux femmes. Non, mais je plaisante, mais en fait, il y a beaucoup de culpabilisation sur le rôle de l'homme et cetera. On veut un homme, de plus en plus, moi j'appelle ça, démasculinisé, hein, clairement, si on pouvait leur retirer ce qu'ils ont entre les jambes, pour certaines, elles le feraient, hein. Et c'est catastrophique, mais donc ça amène certains hommes, à prendre certaines décisions. Alors là, j'ai eu dans mon documentaire un cas concret, mais qui ne s'applique pas à ce que je viens de dire. C'est un homme qui a déjà eu,
un enfant qui a rencontré une femme qui en avait déjà, donc il a pris la décision, après maintes réflexions, qu'il ne voulait pas avoir d'enfant et donc il ne voulait pas imposer une pilule contraceptive qui a un impact important parfois sur la santé des femmes. Ils se sont dit, comme un accord, je vais faire la vasectomie. Je ne peux pas à 100% dire que je suis contre parce que une fois que c'est vu et qu'on arrive à un âge où on sait qu'on n'aura pas d'enfant spécialement, qu'on est bien Dans ce avec la cas personne. précis, ça a sa légitimité. Oui, ouais, franchement, ça me choque pas. Il me semble que lui-même, moi qui ai regardé ton documentaire, il me semble que lui-même dit, si on peut spoiler un petit peu, qu'il déconseillerait à un jeune homme qui n'a Ouais, jamais eu d'enfant d'avoir recours c'est ça. à la vasectomie, C'est ça. finalement. Et c'est la raison pour laquelle j'étais contente de l'avoir, cet homme, parce que, et c'est pas un acteur, hein, que je l'ai pas payé pour inviter les hommes à ne pas faire de vasectomie, mais quand on voit ces chiffres, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui font des vasectomies. Alors, il n'y a pas une description dans ces statistiques qui dit quels sont les hommes qui en avaient déjà. Dans ces cas, ou alors je les ai pas et il faudrait que je me colle un peu plus en profondeur parce que j'ai abordé énormément de sujets et donc c'était compliqué de rentrer sur tout en supra-détail. Mais On voit quand même une courbe qui augmente c'est ça. nettement. Il y a de plus en plus de jeunes, en tout cas. Plus en plus de jeunes qui, depuis 2010, voilà, C'est ça. c'est un phénomène qui augmente, quoi. Et parce que en fait, les hommes prennent plus la responsabilité de ne pas avoir d'enfants. Il y a certains actes qui sont, on peut revenir en arrière, il me semble, mais parfois pas du tout. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça, en fait, c'est plutôt un avertissement que je fais sur la vasectomie, tout comme sur la ligature des trompes où j'ai rencontré Faustine. C'est plus vraiment de prendre du recul. C'est pas une décision qui est à prendre à la légère. Faustine le disait aussi. Hein, elle a pris cette décision à 30 ans. Ça n'a pas été un parcours très très facile, mais elle n'en voulait pas depuis des années. Et dans ces cas-là, je peux une fois de plus l'entendre, le comprendre, mais effectivement, c'est une réflexion qui doit être vraiment aboutie. Parce que pour moi, ça reste quand même un choix qui est trop important et on peut pas se dire: «Bah, c'est pas grave, de toute façon, si c'est trop tard, j'adopterai». Non, c'est pas comme ça. Un enfant, c'est pas, «Oh bah, j'en prendrai un qui vient d'un autre pays et Pourtant, machin». dans ton documentaire, on voit carrément des influenceuses sur les réseaux sociaux Mmh. qui créent la base de leur communauté par rapport à ce sujet. Pour moi, j'appelle ça de la promotion et je trouve que c'est grave. C'est grave parce que, je crois que c'est, 70 des utilisateurs sont des femmes, et c'est des âges qui sont plutôt jeunes. Donc la cible TikTok, regarde bien plus des jeunes femmes qui sont parfois sensibles. De toute façon, les femmes sont plus sensibles que Plus les hommes parce que influençable, plus sensible, émotions, ouais, bien sûr. parce que hormones, enfin, en fait, c'est biologique, on va pas aller plus loin que ça et moi, ça m'inquiète parce que en fait, on ne peut pas être influenceuse, ligature des trompes ou vasectomie. C'est un choix qui est tellement personnel et tellement important dans la vie d'une femme ou d'un homme qu'on ne peut pas se dire: «Ah bah, en fait, je vais faire un» en fait, j'ai vu des vlogs ligature des trompes. Moi, je trouve ça C'est extrêmement, ouais. je vais prendre les termes des gauchistes, problématique, voir des personnes faire de l'influence autour de sujets médicaux. On peut sensibiliser, on peut expliquer, par exemple, les raisons pour lesquelles eux en ont fait, mais commencer à donner des conseils, de groupes Facebook et cetera. À la limite, si, ces femmes-là qui sont, influenceuses et qui parlent de ces sujets-là sont joints par message et qu'elles disent: «Bah, écoute, voilà, tu tel âge, mais en fait, moi déjà, on ne devrait pas inciter des jeunes femmes qui ont 18 ans à le faire et pour moi, ça ne devrait pas être une décision qui devrait être acceptée en dessous de 30 ans. Sauf cas médicaux, parce que parfois, il y a des femmes à qui on fait une ligature des trompes ou alors on retire, quasiment, Partiellement, tout partiellement ça. afin notamment d'éviter des cancers et cetera, L'endométriose, il me semble que aussi, endométriose. ouais. Bah, dans ces conditions-là, c'est pas un sujet, c'est pas du tout Mmh. de ça dont je parle. Non, mais je pense que là, c'est complètement idéologique, en fait. C'est C'est ça complètement, et c'est grave, c'est un sujet de santé publique. On ne peut pas influencer des jeunes femmes, surtout que quand on voit l'algorithme, TikTok, à quel point ça se forme extrêmement rapidement, c'est pire qu'Instagram pour moi. TikTok peut être un bon outil, mais le problème, c'est que ça devient plutôt un danger pour certaines femmes qui sont, instables psychologiquement parfois. À l'heure de l'autodiagnostic, qui est à foison sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est la même chose. On se retrouve face à des jeunes femmes qui, pour moi, risquent de prendre des choix qu'elles regretteront quelques années plus tard.
Quand je vois des jeunes femmes qui l'ont fait à mon âge quasiment, qu'est-ce qui leur dit? Déjà, le lobe frontal n'est pas développé avant 25 ans. Et c'est ce que je voulais te dire, justement, on n'est pas encore, complètement Voilà. développé cérébralement avant C'est 25-26 grave. ans. Comment on peut Ouais. accepter le choix d'une jeune femme? Alors, je parle pas de choix bénin, hein. Là, c'est un choix qui est souvent irréversible ou du moins ça va endommager tout le système, reproductif. Moi, je trouve ça inquiétant et je trouve ça extrêmement grave. Pour moi, le ministère de la santé et tout ce qui va avec, des réseaux sociaux et cetera, devrait s'emparer plus vite que possible de ce sujet-là, qui est grave. C'est comme l'autodiagnostic, Alors, et cetera. il peut pas tu penses pas qu'il peut pas non plus il peut pas encourager et en même temps s'emparer du sujet? Tu trouves pas Alors qu'il y a une certaine forme d'encouragement? Peut-être pas, chez nos institutions, mais chez des personnes influentes, qui font partie du paysage médiatique, du paysage, culturel? ah bah, si, si, il y a beaucoup de personnes qui influencent des jeunes femmes à faire, une ligature des trompes. Pour moi, il y a des, médias, hein, même, hein, qui influencent. J'ai vu de nombreuses vidéos, des émissions, des entretiens Combini. Alors moins ces derniers temps, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris un autre axe, peut-être un peu moins idéologique, peut-être ils sont financés par quelqu'un d'autre, qu'avant, j'en sais rien. Mais, fut un temps et encore, dernièrement, des vidéos sortaient où vous voyez des jeunes femmes, très jeunes femmes, parler de leur ligature des trompes et pourquoi est-ce qu'elles devraient arrêter d'avoir des enfants et cetera. Bah, je suis désolée, mais pour une jeune femme qui a un micro doute, quand elle voit ça, influencée. Bah, en fait, tout comme moi, je suis désolée parce que je suis la première à être influencée par certains produits. Je vois un parfum, et cetera, ou une crème, de soin, je vais me dire: «Ah, j'ai envie d'aller la découvrir, j'ai envie d'entendre de rechercher». Une femme à qui on va proposer la ligature des trompes, parce que c'est pour moi, c'est une proposition, c'est de la propagande autour de tout ça, bah, forcément qu'elle va s'y intéresser, qu'elle va se poser des questions et que ça va lui rentrer dans la tête et puis elle va en parler à son conjoint ou alors elle va juste rester toute seule à penser à ça et la décision peut être, irréversible et tragique. C'est dangereux. Donc après avoir produit ce documentaire, est-ce que tu penses que l'État a un rôle prépondérant, dans l'incapacité de beaucoup de foyers français à assurer financièrement l'avenir de leurs enfants? Mmh. Je suis mitigée parce que, oui, en fait, dans un sens alors, en fait, oui, mais priorité nationale. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et dans les conditions actuelles, là où on tourne tout ça, on est dans un bordel, politique pas possible. On a un président de la République qui est à côté de ses pompes, notamment sur ces sujets-là, parce qu'on peut pas avoir un président qui n'est pas, parent, en fait, et qui peut se permettre d'avoir des propos pareils, sur, la maman, sur le fait qu'il y ait des problèmes démographiques. En fait, c'est pas crédible. Alors moi, je vais faire un documentaire alors que je suis pas encore, maman, hein, sur le sujet, mais je m'y Mais tu intéresse. ambitionnes de l'être? Et j'ambitionne de l'être, mais surtout je me pose des questions et je vais rencontrer des personnes qui en ont, qui n'en ont pas. Je pense que peut-être qu'Emmanuel Macron devrait s'entourer, au-delà de sa femme, avec tout le respect que je lui dois, de peut-être de mamans, aller poser des questions, je sais pas, peut-être plus se renseigner sur ces sujets-là, pour être à même de savoir ce qui peut-être est envisageable pour les femmes françaises qui veulent avoir des enfants, Mmh. mais qui sont, à qui on impose quelque part de ne pas en avoir. Parce que une femme qui en a envie, aujourd'hui, elle va d'abord penser, confort. Dans quelle mesure elle est en capacité d'accueillir un bébé? Moi, par exemple, j'y pense en ce moment. Oui, moi aussi. J'y pense beaucoup. Je me dis: «D'accord, je suis au travail, j'ai un travail qui m'accapare quand même pas mal de temps, donc il faudrait que je fasse garder mon enfant». OK, il y a pas de crèche, en fait. Il y a pas Est-ce de qu'il ouais. place. Est-ce qu'il vivrait décemment plus tard? Est-ce que, C'est ça, est-ce qu'il sera en sécurité? Alors, l'aspect sécuritaire, une fois de plus, est extrêmement important à mes yeux et d'autant plus dans le travail dans lequel on est. Mais, parce qu'on est, on est au fait de tout ce qui se passe. Mais, globalement, en tout cas, si je parle vraiment de confort de vie, si je retire tout l'aspect, sécurité, écologie et mmh cetera, mh. le basique, le nécessaire, il y a pas de place en crèche. C'est une Mmh galère pas mh. possible. En ville, c'est une tannée. Ensuite, pour, trouver des vêtements et ben, en fait, on est dans une société de surconsommation, où aujourd'hui, ben, en fait, on nous impose presque d'avoir toujours
le dernier truc, etc. Donc pour une femme qui est un peu précieuse, moi je fais partie de ces femmes un petit peu précieuses, je l'admets, je me suis embourgeoisée en arrivant en région parisienne, mais bon, je suis pas issue de la grande bourgeoisie, loin de là. Et ben en fait, forcément, j'ai envie des belles choses. Mais, et Olivier Babot le disait dans le documentaire, et vous le découvrirez, il en discute très très bien, il y a des options qui existent, il y a beaucoup d'alternatives. Mais si on réfléchit, on va dire, très, très brut au moment où j'y pense. Je me dis: «Effectivement, là, tout de suite, je peux pas accueillir d'enfants». Je peux pas parce que, la vie alors pour les femmes qui décident de rester en ville parce qu'elles ont pas de travail ailleurs, moi, aujourd'hui, les studios de Frontières, on peut pas les délocaliser. Donc je pourrais pas rester chez Frontières si je décide d'aller à la campagne. Ce serait, compliqué ou alors je changerais de mission, totalement. Je pourrais plus m'exposer de la même manière. Donc tout ça, incite les femmes à repenser leur, envie d'avoir des enfants et aujourd'hui, pour revenir à la question, les personnalités politiques qui gouvernent, qui tentent de gouverner, notre pays ne sont pas suffisamment, on va dire, à la page, des besoins des femmes. Moi, j'ai été à la rencontre de femmes, qui ont des enfants et pourtant elles me disent: «Mais en fait, moi, j'aimerais avoir des enfants, plus d'enfants le plus possible», enfin, qu'elles aimeraient, mais le problème, c'est que, bah, pas de place en crèche. Le problème, c'est que, bah, pas beaucoup d'argent et quand je vois parce que ça, c'est quelque chose qui est revenu, je cite, hein: «Quand je vois que l'argent est donné à des personnes qui arrivent en France, qui ne travaillent pas, qui ont le RSA, qui profitent des ressources, des impôts qu'on paye», bah, en fait, c'est tout bonnement dégueulasse, voilà et je partage totalement ce qu'elles disent là-dessus parce que moi, ça me fait de la peine de me dire que mes impôts, vont aider, des personnes qui arrivent dans notre pays plus que des personnes qui sont, français de souche et c'est pas une histoire, de parce que je vois de très, très loin, arriver, certaines personnes, c'est pas du racisme. Dans le pays de certaines personnes, notamment, on va dire Algérie, Centrafrique, Afrique de manière assez générale et dans d'autres pays d'ailleurs, pas que, africains, c'est priorité nationale en fait. Priorité nationale, à son peuple, aux familles et cetera. S'il y a un white qui arrive, le white, ça sera pas lui la priorité en fait et ça sera pas à ses enfants qu'on va donner de l'argent. Bah, en fait, la France, elle est, welcome, bienvenue, tout le monde peut rentrer et l'argent est diffusé à outrance. Le social est le pan où on donne le plus d'argent. Alors que, bah, en fait, ça ne sert pas du tout aux Français qui en ont aujourd'hui, le plus besoin, c'est-à-dire des femmes qui sont, par exemple, qui ont un travail, donc elles gagnent trop aux yeux des aides sociales. En fait, aujourd'hui, moi, qui a un salaire, moyen, sans donner les chiffres, qui travaille à temps plein, mais qui aimerait avoir un enfant, je pense pas que j'aurais d'aide du tout. La femme Heu active est la moins aidée finalement, la femme Exactement. active. La femme active est la moins aidée. Eve Wagerland, dans son livre «L'effacement des mères», l'explique très, très bien. Certaines places en crèche sont réservées à des femmes qui sont au RSA et qui sont au chômage pour leur permettre de trouver plus facilement un travail. Et au sens inverse, donc une femme qui a déjà un travail et qui a son enfant ne trouve pas de place pour faire garder son enfant. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle arrête de travailler. C'est un C'est un cercle c'est un vicieux, cercle et vicieux. c'est comme si toute une société se modelait autour de ne pas Bah, encourager, la l'assistanat, femme à faire des enfants c'est ça. et l'assistanat, C'est donc l'assistanat pas des mauvaises personnes, parce que parmi les personnes qui sont, aujourd'hui aidées, il y a des personnes qui le méritent, alors attention, que ça soit pas mal interprété une fois de plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui aimeraient que toutes les aides sociales, s'arrêtent. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi la France a toujours été un pays, qui, enfin toujours, certaines mesures, d'autres non, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose d'aider, mais une fois de plus, priorité aux Français. Avant tout, on ne peut pas diffuser tout notre argent, pour des personnes qui ne sont pas, on va dire, qui ne servent pas la France, et tout c'est ce qui simplement les attire tant. et pourtant, c'est ce qui les attire. C'est pour ça qu'ils viennent en France, hein, c'est pour toutes les aides, alors pas pour tous, hein, il y a des personnes qui sont effectivement, réfugiées et cetera, je les compte pas là-dedans, mais il y a des personnes et on les voit sur les réseaux sociaux qui se vantent, «Je suis au chômage, j'ai un salaire» et cetera. C'est pas un salaire, tu as pas travaillé ma grande, en fait, et à cause de toi et ben, en fait, il y a d'autres qui galèrent et c'est ça aujourd'hui la réalité. Donc Louise, on vient de parler de ces femmes occidentales qui ne veulent plus faire d'enfants, qui sont influencées par le féminisme moderne et toute l'idéologie antinatalité. Pourtant, en parallèle,
on vient de le dire aussi, d'autres communautés extra-européennes, toujours empreintes de leurs traditions, ont pour norme de faire au moins 4 enfants. Alors comment faire pour toi pour que les autochtones français ne soient plus en minorité d'ici 50 ans? C'est une question qui est importante, mais pour moi, on ne peut pas je peux pas dire aux gens qui nous regardent: «Faites plus d'enfants». En fait, le problème est numérique. Donc et on ne va pas non plus dire aux personnes qui arrivent dans notre pays de faire moins d'enfants. C'est un problème qui est, je pense, simplement, occidental. Et donc les personnes qui sont issues de l'immigration extra-européenne, sont effectivement moins la cible de ces questions-là. En fait, ils ne se questionnent pas de la même manière que nous. Donc en fait, ça, je pense qu'on ne peut pas changer grand-chose. C'est, aux occidentaux de se l'imposer d'une certaine manière, de réfléchir, à ce qu'ils veulent comme avenir. Moi, c'est simplement ça, hein, que j'ai envie de dire aussi dans ce documentaire-là. Je dis pas, «Allez hop, au lit là avec, votre femme ou avec votre mari et c'est parti, on fait des enfants». Je dis simplement: «Qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir? Qu'est-ce que vous voulez voir plus tard? Quel paysage est-ce que vous voulez pour la France, pour l'Occident, hein, de manière, plus générale?» Parce que c'est d'ailleurs Si antithétique de penser à la planète, de Bien sûr. penser à l'écologie, mais sans humains pour la peupler, Mmh. sans humains pour peupler la France, Pas de ou du français en tout moins cas, ou du moins, pas d'humains qui ressemblent à ses propres ancêtres. c'est ça. Heu, il y a un moment où, je pense qu'il faut juste se questionner sur ce qu'on veut pour soi. Si on a, 1 ou 2 enfants, c'est bien. C'est triste ce que je dis, mais c'est bien, mais c'est pas assez et ça me met mal à l'aise, hein, parce que, j'aimerais évidemment ne pas avoir à dire à bon, bah, bon, j'ai 2 grands frères, un des 2 n'aura, jamais d'enfant, l'autre, en a, 2, heu et je me sens mal à l'aise de leur dire que c'est pas assez et je suis mal à l'aise pour les gens qui en ont 2 et qui nous regardent, de leur dire que c'est pas assez mais factuellement, numériquement, si tous les Français font seulement 2 enfants, concrètement, ça va être le remplacement. Il y en a d'autres qui feront les enfants à votre place. C'est ça, hein, et c'est pas, c'est pas pour dire c'est de votre faute si le paysage, change, de culture, de couleur et cetera. Mais Mais ça sera factuellement, factuel. par l'inaction, on en est responsable finalement. C'est ça et puis en fait, si on accepte c'est ça en fait, si on accepte de faire venir des personnes d'origine étrangère, de culture, de religion étrangère à celle de nos terres. La France, elle est, catholique. La France, initialement, est blanche. C'est pas un gros mot, je pense, ce que je dis. J'espère que ça ne choquera pas, les plus sensibles. Heu donc factuellement, c'était comme ça. Que ça évolue, soit, c'est le monde évolue, il y a une immigration qui existe. On voit effectivement des jeunes qui sont étudiants, qui arrivent en France, et qui apportent des choses. Je fais évidemment la différence et je dissocie, les personnes qui ont des origines étrangères qui foutent le bordel et des personnes, issues de l'immigration, qui, littéralement participent à l'évolution de notre pays, qui sont, effectivement de vrais plus pour notre société. Mais le problème, c'est que, dans les conditions actuelles où on fait rentrer tout et n'importe quoi, on fait rentrer l'équivalent de la ville de Toulouse, en France et là je parle que seulement de ce qu'on sait, hein, parce qu'illégalement, c'est catastrophique, on ne sait pas, ce qu'on laisse rentrer. Bah, en fait, à toutes les strates de la société, ça va poser problème, au niveau, du travail, au niveau parce que, Emmanuel Macron et consorts, se félicitaient, de la baisse du chômage, mais à côté de ça, en fait, je suis désolée, mais moi, quand je vais rencontrer des artisans, quand je parle à des restaurateurs, pourquoi est-ce qu'ils galèrent autant à trouver, des employés? Enfin, en fait, c'est une fois de plus, c'est de l'entre-soi. Ils sont certains de ce qu'ils disent, mais en fait, quand on va dans le concret, quand on va sur le terrain, on voit autre chose. Et tout simplement, oui, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est: «Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? Qu'est-ce que vous voulez voir?» Si vous avez 2 enfants d'accord, mais est-ce que vous voulez que l'une enfin, par exemple, si vous avez une fille, est-ce que vous avez envie qu'elle soit voilée dans quelques années, Mmh. dans 20, 30 ans, peut-être moins, on n'en sait rien? C'est fou parce que en regardant ton documentaire, j'ai eu l'impression finalement qu'il y a que l'individualisme prend le pas Mmh. finalement chez l'humain, mais la haine de soi aussi. Mmh. Oui, oui, complètement. Comment tu l'expliques?
Parce que c'est ce qu'on nous apprend. En fait, enfin, c'est horrible, mais dans les cours d'histoire, dans les cours, de géo, parfois, alors maintenant il y a des cours de, économie et société. Bon, c'est un peu, flou, c'est le bac est différent, déjà différent de celui que j'ai Le passé. niveau baisse de plus en plus. C'est ça, le niveau baisse, Mmh. c'est effectivement, c'est le nivellement par le bas. Mmh. Ça, Eva Guerlain en parle aussi, c'est qu'il y a un problème dans les classes changent littéralement de couleur, le niveau, baisse parce qu'à la maison, bah, en fait, une fois de plus, si l'immigration était, Sélectionné. positive et sélectionnée, Mmh. et qu'elle était comme au début, hein, Mmh. avec les débuts de l'immigration européenne. On a vu, par exemple, des familles italiennes, venir en France. Alors peut-être que c'était difficile, enfin, c'était même difficile et j'ai aucun doute avec ça. On ne parlait pas italien quand on arrivait en France, c'était fini. On ne parlait pas italien, alors il y avait l'accent qui restait toujours, l'accent chantant, voilà, les origines restent ancrées, on ne les oublie pas, mais on s'assimile et aujourd'hui, l'assimilation est quasi impossible parce que quand on fait arriver trop de personnes en France, comment traiter au cas par cas? Comment réussir dans les classes à se dire, bah, il y a, telle personne, je sais pas, je vais dire par exemple, Amine, qui vient d'arriver en France, bah, bienvenue à Amine et on va effectivement, lui apprendre le français et on ne va pas lui faire des cours d'arabe à l'école. Ce qui se passe actuellement, quand je vois, des, associations comme Parents Vigilants qui montrent toutes les dérives qu'il y a à l'école, notamment effectivement apprendre à écrire, en arabe, apprendre des mots, issus de l'arabe, wesh, wallah et cetera. En fait, on a envie d'en rire, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique et donc pour moi, ça, c'est, une problématique qui répond, à ta question. Une fois de plus, changement de paysage, bah, en fait, on peut faire les choses autrement déjà. Faire des enfants, effectivement et au-delà de ça, fermeture des frontières totale, et sélective. On ferme les frontières et on ne décide que de ceux qu'on veut bien laisser rentrer. Pour moi, il doit être à un niveau. Par exemple, si c'est, un jeune qui est étudiant, à Alger, il doit avoir un certain niveau et ça doit le pousser, pour mériter de venir en France finir ses études et ensuite il rentre chez lui. Parce que quel intérêt même pour, l'Algérie, qu'ils partent? Parce que du coup, fuite des cerveaux pour eux aussi. Bah non, moi je trouve ça plus intéressant pour eux, comme pour nous. Hop, on diffuse et on évolue comme ça, de la meilleure des manières. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas et tant qu'on n'aura pas une politique, qui est autour de priorités nationales, transmission, et effectivement, gestion, migratoire, c'est foutu. Si ça ne change pas, mais en fait, dans moins de 10 ans et déjà ça commence, on va, voir arriver, une même ouais, en fait, les 20 prochaines années vont être catastrophiques pour la France Et la et population française ne sera plus ce qu'elle plus, était. elle ne sera plus et nos enfants, je suis désolée, mais ça servirait à rien d'en faire parce qu'ils grandiraient dans moi, j'ai honnêtement, hein, ce documentaire, a une vision au maximum plus de sensibilisation et j'ai essayé de rester positive, mais je suis moi-même sortie de ce documentaire en étant inquiète Mmh. pour mes futurs enfants. Mmh. Je pense que c'est le cas de beaucoup de nos contemporaines, d'ailleurs. Mmh, exact. Dans ton documentaire, tu abordes, largement la question de la PMA. Quels effets, selon toi, est-ce qu'elle aurait sur la perception de la parentalité et sur les valeurs familiales dans la société? Pour moi, la PMA et je souhaite tout de suite désamorcer pour les personnes qui regarderont le documentaire, n'est absolument pas un problème. J'ai aucun souci avec la PMA. Une fois de plus, j'ai des personnes autour de moi qui, ont eu besoin d'un coup de pouce. Moi, le propos que j'ai sur la PMA, c'est simplement sensibilisation, ce n'est pas de la magie. D'ailleurs, j'ai eu un expert, en PMA que j'ai enregistré, qui intervient de manière totalement anonyme parce que, c'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible dans ce domaine. C'est pas de la magie. Faut pas faire croire aux femmes. En fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que, aujourd'hui, on dit aux femmes: «Oui, oui, allez-y, congelez vos ovocytes, on verra plus tard». Oui, mais le plus tard, non, il y a pas de plus tard parfois et il faut bien que les femmes le comprennent et que les hommes aussi le comprennent, hein, d'ailleurs, parce que ça se fait à 2 une fois de plus. Je veux pas que les femmes se sentent complètement ciblées dans mon documentaire parce que tout ce documentaire concerne autant les hommes que les femmes. Heu, mais pour, répondre, à ta question, pour moi, tout ce qui est affiliation et cetera, pour moi, la PMA n'est pas un problème. La GPA, par exemple,
c'est indiscutable, c'est hors de question. On ne doit pas laisser la GPA arriver en France. Hanan Mansouri a proposé une loi pour l'inscrire dans la Constitution. Je suis totalement alignée avec cette proposition. C'est indiscutable de faire de la femme un objet, ce qui n'est pas le cas pour la PMA. Le problème de la PMA que je vois, c'est que ça devrait être réservé aux couples. Ça devrait être réservé aux couples. Quels en sont les abus pour toi? Alors pour moi, les abus, ça va être des femmes qui ne trouvent pas de mari, ne trouvent pas de conjoint et qui décident d'avoir un enfant seul. Alors il y a 2 raisons pour lesquelles je suis pas très, très alignée avec ce choix. La première, après une fois de plus, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui font ce choix, grand bien vous fasse, c'est mon avis, hein. De toute façon, tout ce documentaire est basé sur ma vision, est monté dans ma vision. J'ai reçu les personnes que j'ai choisies, donc tout est discutable et tout peut être débattu. Mais pour moi, une femme qui est seule ne pourra pas offrir une stabilité totale à un enfant. C'est triste de se retrouver seule pour une femme, hein. Il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui décident de garder un enfant parce que l'homme est parti. D'ailleurs, et je prends cet exemple-là, je ne sais plus si j'en parle avec Eva Guerland, mais ce sujet est extrêmement important. Au moment des émeutes, quand Naël, ce jeune, a été tué, alors il a été tué parce que il avait fait un refus d'obtempérer par un policier. Aussi dramatique soit cet événement, factuellement, en fait, ça a entraîné énormément d'émeutes injustifiées. Et quand je dis injustifiées, c'est que faire des marches comme nous faisons quand on perd des personnes dramatiquement, c'est une chose. Faire des marches blanches, manifestations pacifiques, pourquoi pas, selon, effectivement, bon là, dans ce cas-là, c'est une fois de plus discutable. Mais là, c'est parti dans une guerre quasiment. On a Une été guerre en guerre civile, civile ouais. pendant quelques nuits, hein, quand même. Ça a été extrêmement coûteux, ça a été des arnaques à l'assurance, etc. Ça a été du grand n'importe quoi. 60%, 60, je crois que c'est un peu plus de 60% des personnes qui ont été arrêtées étaient issues de familles monoparentales. Et souvent, monoparentale, c'est la maman qui élève seule. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence d'un manque d'équilibre. Un enfant a besoin de 2 parents. Ça se traduit, et tu me diras peut-être le contraire, dans un divorce. C'est très douloureux pour un enfant. Ça se ressent dans plein de strates, on va dire, de son développement, de son évolution, des conseils dont on a besoin. Hem, Parfois, on a besoin du papa. Bah, en fait, oui, mais papa, c'est pas la bonne semaine, c'est la semaine d'après ou c'est le week-end prochain. Ah bon, bah, j'attendrai. Et en fait, un enfant a besoin d'un socle familial qui soit solide, d'où le fait que tout à l'heure je disais que j'étais pas très, très pour le divorce, sauf, extrême urgence, femme battue et cetera. Ne restez surtout pas avec votre mari, hein, évidemment. Homme, battu aussi d'ailleurs, ça arrive, on en rigole, mais ça arrive, donc Ça c'est arrive. absolument tragique. Mmh. Hem Donc, de manière assez générale, pour la PMA, pour moi, ça devrait être réservé à des couples. Alors là, je vais toucher un point autre qui ne regarde que moi. Ça devrait regarder les couples hétérosexuels. À titre personnel, je ne suis pas pour l'ouverture de la PMA à des couples homosexuels. Mais à mes yeux, la PMA devrait être réservée qu'aux couples hétérosexuels parce que, une fois de plus, un enfant, à mes yeux, a besoin d'un papa et d'une maman. Oui, après, ça pose la question de la société qu'on laisse ensuite à nos enfants, C'est ça. de la société qu'on veut pour nos enfants. C'est une refonte d'une société entière. Si effectivement, comme tu dis, on laisse cette possibilité à de plus en plus de couples homosexuels. Mmh. Pour moi, c'est, et évidemment, heu, je suis pas inconsciente, hein. Je le vois à travers les réseaux sociaux. J'ai vu aussi des couples homosexuels qui avaient, pardon, eu accès à la PMA, qui élèvent extrêmement bien leurs enfants. Heu, Tant mieux si ça se passe bien. Maintenant, moi, je suis,
je me pose des questions face à cette évolution-là. Je pense que ça doit être discuté. Je comprends cette envie, hein, sincère, d'avoir des enfants, même quand on est, homosexuel, c'est pas un sujet. On peut avoir envie d'avoir des enfants, Mmh mh. peu importe son orientation sexuelle. Maintenant, voilà, ça doit être discuté. Tu parlais des émeutes, qui se sont déroulées, après l'affaire Naël, et du fait que les principaux jeunes qui étaient interpellés, étaient issus de familles monoparentales. Ça me rappelle la période de ségrégation aux États-Unis où, les policiers venaient carrément toquer à la porte, aux portes, des femmes noires pour voir s'il y avait pas d'hommes dans les foyers et on voit très bien ce qui en résulte aujourd'hui. La société afro-américaine, aux États-Unis est fracturée, c'est ce phénomène des pères absents perdure et voilà, énormément de délinquance en découle. Ça ne veut pas dire qu'en France, ce serait le cas si, beaucoup d'enfants étaient issus de la PMA, mais effectivement, je rejoins ton propos. On peut pas, baser une société sur, La des science, foyers, sur la enfin sur cette science. science-là, on va dire. Cette science-là, sur des foyers monoparentaux avec, seulement une femme et je pense effectivement que toutes les valeurs dont a besoin un enfant pour se construire ne sont pas uniquement transmises, par une femme. Donc Louise, merci pour tous ces éclairages par rapport à ton documentaire. On a hâte, que, nos auditeurs le regardent, nos abonnés le regardent. Heu, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on en retienne principalement et quel sujet aussi est-ce que tu aurais aimé, intégrer à ce documentaire que tu n'as pas eu le temps de faire? Alors, ce que j'aimerais qu'on en retienne, c'est que, la natalité n'est pas un sujet réservé aux réactionnaires, aux racistes, et cetera et cetera. Non, je plaisante, mais j'aimerais que ce soit un sujet qui soit bien plus, mis en avant. J'aimerais que ce documentaire soit regardé autant que possible, que ça fasse du débat aussi. Je dis pas que j'ai la parole, unique, que j'ai la science, infuse. Je pense que ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est, et je prendrai les paroles de et tu vas rigoler parce qu'on n'arrête pas de parler de Hugo Némésis, qui est un super combattant et Et qui est qui coach de 2 qui personnes dans la rédaction. donc c'est pour ça qu'on en plaisante, mais Hugo a fait un super combat. Alors Hugo est, donc combattant, de MMA, il a une femme et un enfant, et je l'avais reçu dans un, contre-champ. Et on avait parlé effectivement de sa vision de la famille et on avait parlé de ses paroles lors de sa victoire, dans un combat. Il avait dit: «Ne cédez pas au nihilisme, faites des enfants, trouvez une femme» et cetera et cetera. Et je pense que j'ai envie aussi de conclure, on va dire, mon documentaire un peu, mon documentaire, cette émission, pardon, et le documentaire sur ce point-là, c'est: ne cédez pas au nihilisme. Soyez, Heu, voilà, soyez optimistes autant que possible. Je sais que c'est pas facile. Nous-mêmes, on est touchés par cette, enfin, cette triste réalité, hein, qu'on a au quotidien, cette instabilité politique, cette insécurité, palpable, cette économie, qui dégringole. C'est très compliqué, et toutes les raisons du monde s'entendent de ne pas avoir envie d'avoir des enfants, que ce soit compliqué et cetera. Ce documentaire n'est pas fait pour culpabiliser les personnes qui ne feront pas d'enfants, ni pour juger, ni quoi que ce soit. Ce documentaire, je veux qu'on se dise, heu, une fois de plus, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure: «Qu'est-ce que je veux pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants si j'en fais, pour l'avenir de la France, notre paysage, nos traditions, notre culture, notre religion, si on pratique ou non». En fait, j'ai vraiment envie que les gens, voient plus loin que le bout de leur nez. Parce que parfois l'individualisme, dont je suis, moi-même, victime, sur certains, points, parce que, la société dans laquelle on vit, nous l'impose parfois, hem, que les gens regardent un peu plus loin que le bout de leur personne. Qu'on regarde plus loin, qu'on regarde vers le futur, qu'on on soit vraiment dans la France qu'on a envie de laisser à nos petits-enfants. Si on reste dans cette mentalité, si le taux de natalité, et de fécondité, dégringole, si les chiffres qu'on voit au début de l'année 2026 ont encore baissé et que ça continue, ça continue, ça continue, on ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra plus revenir en arrière sur
énormément de points. Notre identité va disparaître. C'est horrible de l'imaginer, mais c'est plus proche que ce qu'on imagine. Une identité, une civilisation peut changer en quelques générations. Moi, ça me foudroie, ça me détruit le corps, le cœur, l'esprit, et ça me fait honte. J'ai très très honte de me dire que mes aïeuls, mes aïeux, Mes aïeux. mes aïeux, j'ai très très honte de me dire que mes aïeux sont morts pour ça, qu'ils se sont battus. Moi, j'ai des grands-parents, des arrière-grands-parents et grands-oncles qui ont été aussi à subir la Première Guerre, la Seconde Guerre et qui se sont battus pour notre identité, pour transmettre, pour effectivement. Moi, j'ai été chez ma grand-mère le week-end qui est passé, donc juste avant cette émission. Euh, Elle m'a montré une lampe avec laquelle elle allait dans la ferme quand elle allait traire les vaches. Elle m'a montré le fer à repasser qui était totalement, extrêmement lourd. C'est pas nos fers à repasser à vapeur, donc c'est rigolo. Ce qui leur servait à chauffer les pieds. Il t'a montré l'histoire, Toute finalement. l'histoire. Mm. Qu'est-ce qu'on aura à transmettre à Mm. nos enfants si déjà on n'en fait pas? Et si on en fait, qu'est-ce qu'ils auront à transmettre s'ils rentrent dans cette boucle-là? Parce que tout est amené à disparaître en un claquement de doigts. Et à quoi ressemblera leur environnement? C'est ça. Et bah, en fait, pour moi, la question, on a déjà la réponse. Et on voit d'ailleurs de la manière dont ça évolue et dont ça change dans certains départements qui sont déjà victimes, notamment de changements culturels frappants. Moi, il y a des images qui me viennent tout de suite en tête. Quand je vois que le ministère de la Santé, avant les vacances, a fait une campagne en disant attention aux excisions quand vous partez en vacances. Pardon. Les vacances, c'est fait pour la plage ou quelque Ouais, chose comme ça, pas pour les excisions. c'est ça. Et ben en fait, qui est victime aujourd'hui d'excision en France? Quels sont les départements et les villes dans lesquelles il y a le plus d'excisions encore pratiquées? Et quel pays pratique les excisions sur des petites filles? Bah, moi, je crois pas que ce soit la France. Et donc, ça veut dire que ça change déjà. Quand ça commence à être des campagnes publicitaires et de sensibilisation qui sont donc grand public et donc qui pourtant concernent pas la majorité des Français, c'est que le lieu où les campagnes ont lieu commence à être en supériorité numérique par rapport aux Français dits de souche. Donc moi, ça me pose profondément question, problème, ça m'inquiète. Et une fois de plus, c'est pas des idées racistes, réactionnaires, etc. C'est simplement qu'en fait, je pense que des personnes qui sont d'origine africaine, bon, je prends au sens large, les Maghrébins, etc., Algériens, Marocains, Centrafricains, Guinéens, etc., à partir du moment où je pense que eux, c'est priorité nationale et en fait, les nôtres avant les vôtres. Moi, je vais citer un grand homme, Jean-Marie Le Pen. Il disait en fait ma famille avant mes cousins, mes voisins, etc. Cette prise de parole, pour moi, me paraît essentielle. D'ailleurs, beaucoup sont d'accord avec cette prise de parole, même issue un petit peu de la gauche, on va dire, modérée. Euh, En fait, c'est les siens avant les leurs. Euh, pour eux, c'est les leurs avant nous. Et ça s'entend. Et ça a toujours été comme ça. Moi, en fait, je pense qu'il est temps aussi de remettre la priorité à notre peuple, à notre identité. Ça ne veut pas dire rejeter, ça ne veut pas dire aller les mettre dans des navires et les laisser couler ou crever les pneumatiques, etc. Aujourd'hui, on a une immigration qui s'impose à nous. Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration qui sont nées en France, donc ils sont français de papier. Euh, En fait, faut faire avec. Maintenant, c'est indiscutable. Je pense que même ces personnes qui viennent ici, qui sont issues des pays que tu as cités, du continent que tu as cité, je pense que même eux ne veulent pas arriver dans l'endroit qu'ils ont quitté. Mm. Ils ne veulent pas être parmi les leurs, C'est en ça. fait. Alors, c'est plus confortable. Et une fois de plus, parfois, j'essaie de me mettre à leur place. Sincèrement, je me dis, admettons, et j'y pense souvent, je me dis demain, la France est perdue. Je J'ai plus aucun avenir ici, je pars. Donc, je sais pas, je vais aller dans un autre pays, je vais prendre,
je sais pas, la Croatie, au pif, je vais aller en Croatie. Bah, en fait, je vais, m'assimiler. Et tu aimerais voir des Croates? Alors, factuellement et pour être tout à fait honnête, c'est toujours plus confortable d'aller vers des Français. Parce que je parle français, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais en critiquant ce qui se passe actuellement en France, je pourrais jamais arriver dans un pays et imposer le fait, de mes valeurs d'origine. Après, ça n'a rien à voir parce qu'on partage la même civilisation. Ça n'est plus à l'échelle nationale, c'est à l'échelle européenne. Pour moi, nos, cultures sont voisines. On partage des plats parfois, on partage des musiques, on partage des danses, parfois non, mais globalement, on a la même civilisation, qu'on le veuille ou non. Et en revanche, la langue change, donc c'est assimilation d'une certaine manière. Mais effectivement, moi je sais même plus d'où on vient et d'où on part dans la question. Mais, mais Hem, pour moi, il faut faire, faut vraiment regarder plus loin que soi-même. Tout ça pour finir sur ce sujet-là, il faut faire attention de ne pas rester dans cet individualisme qui s'arrête à la fin de sa vie. En fait, après, si on a un enfant, il y a une perpétuité, il y a une transmission, mais il y a tout le bagage et tout ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ont fait. Si on ne se reproduit pas, c'est un peu animal, mais c'est la réalité, tout ça n'aura servi à rien. J'aimerais terminer sur une dernière question, Ultime question. ultime question. J'aimerais terminer sur une touche positive, une touche de lumière. Mmh. Tu as interviewé une mère de famille nombreuse qui t'a dit qu'en fait, en ayant un enfant, on ne renonce pas à sa féminité, au contraire, Mmh. elle est exacerbée. Qu'est-ce que tu aimerais dire, bien que tu n'aies pas d'enfant, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes femmes pour les encourager à en avoir? Est-ce qu'un bébé, tout simplement, c'est pas adorable, en fait, à avoir dans sa vie? Bah, comme tu dis, j'ai pas encore d'enfants, mais Mmh. j'adore les enfants. J'ai beaucoup de copains, de couples, autour de moi qui ont déjà des enfants. Donc déjà j'ai très, très hâte d'être moi-même maman. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en me disant: «Alors, tu attends à quand?» et cetera. J'ai hâte d'être maman. Heu, de ce que j'entends autour de moi, le fait d'avoir, un entourage qui voit l'enfant comme quelque chose de positif et comme la base de la transmission de notre identité, bien, en fait, moi, je vois tellement les choses positivement et comme Gabrielle, donc cette mère de famille, nombreuse et je parle pas de Gabrielle Cluzel parce qu'il y a 2 Gabrielle dans ce documentaire, heu, que j'ai interviewé, témoignait, devenir maman, ça ne veut pas dire renoncer à sa féminité et à la femme, avant tout. C'est simplement conjuguer les 2, ce qui est totalement possible. On peut avoir un travail et être mère de famille nombreuse. Pour le coup, ça, c'est Gabrielle Cluzel qui le montre très bien, et bien d'autres, hein, d'ailleurs, le prouvent. Être mère de famille nombreuse, ce n'est pas, renoncer au côté intellectuel, ce n'est pas, renoncer, à du temps pour soi. Alors oui, ce sont des sacrifices, évidemment. Ce sont des nuits, c'est beaucoup de soucis et là, je partage ce que j'entends parce qu'une fois de plus, je suis pas encore maman. C'est purement de la transmission de ce que j'ai entendu autour de moi, de ce que j'entends quotidiennement. Pour l'instant, j'ai juste plaisir à avoir un petit bébé dans les bras et à jouer un peu à la poupée, encore, quelque temps avant que ça soit le mien. Donc j'ai pas encore les soucis de, faire les nuits et cetera. Heu, ce matin, alors même si c'était une touche positive, j'aimerais quand même avoir une pensée parce qu'aujourd'hui ça fait, 3 ans que la petite Lola, Davia a été, assassinée. Heu, ce matin, Pierre, Marie Sève, qui est directeur de l'Institut pour la justice, a sorti une phrase qui m'a bouleversée. Il vient d'être papa pour la troisième fois, donc encore félicitations à lui. Félicitations. Heu, il a eu une troisième, enfin un troisième enfant et je lui ai dit: «Bon, ça se passe, comment et comment est-ce que, vous voyez le fait enfin, comment vous voyez la société dans laquelle on vit quand vous venez de devenir papa, à nouveau? Et comment est-ce que vous avez envie de transmettre tout ça?» Et il m'a répondu, et je le cite, à peu près, «Vous savez, cette nuit, je me suis levée à 4 heures du matin pour m'occuper de ma fille et c'est pas un plaisir». Je me suis dit: «Ah, c'est vrai que ça doit pas être facile» et en fait, il a terminé sa phrase parce qu'elle n'était pas terminée. Il m'a dit, mais en tout cas, je sais que le papa de Lola, lui, ne se réveillera plus jamais pour s'occuper de sa fille
Et je sais que donc c'est une chance. Et ça m'a mis une claque monumentale quand j'ai entendu ça ce matin. J'ai gardé mon sang-froid, etc. Mais ce dont Lola a été victime, c'est une catastrophe qui aurait pu être évitée. C'est un drame qui était totalement évitable. Et d'entendre Pierre-Marie, euh, on va dire, se réjouir de lui pouvoir se réveiller pour s'occuper de sa fille, même si c'est pénible, parce que euh, euh, forcément, un nouveau-né, c'est accaparant, un enfant, c'est ingrat. C'est ce que disait Gabriel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Corinne Mayer le disait, mais de manière vraiment très, très persistante et très, très négative. Oui, c'est ingrat, mais un jour, un enfant remercie. Moi, quasiment tous les jours, je remercie mes parents, très régulièrement. Alors déjà, je les appelle presque tous les jours, mais je les remercie très, très régulièrement de tout ce qu'ils m'ont transmis. Grâce à eux, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Grâce à eux, je suis à Paris. J'ai pu avoir les moyens de pouvoir avoir un appartement. Et je les remercie chaque jour, pas seulement pour les raisons financières, mais aussi pour les valeurs. Un enfant finit par être reconnaissant. Simplement, effectivement, c'est pas toujours facile. Moi, il y a des moments où je suis pas d'accord avec mes parents. Il y a des moments où, au contraire, on va partager des repas de famille, on va rigoler, on va picoler ensemble, on va partager des moments qui sont merveilleux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de parler en tant que fille qu'en tant que maman, parce que j'en ai pas encore. Donc, j'ai un regard qui est extrêmement positif parce que je sais ce que mes parents m'ont transmis. Le jour où ils partiront, je serai orpheline. Je serai orpheline, mais je ne n'oublierai jamais tout ce qu'ils m'ont transmis. Mes grands-parents aussi. Une fois de plus, j'étais chez ma grand-mère le week-end dernier. Je sais qu'il ne lui reste plus des décennies à vivre, mais je suis très, très alignée avec la fin de la vie de mes proches, même si ça sera terrible, parce que je sais que je vais avoir des enfants. Et donc, il y aura toujours un bout d'eux dans mes enfants, tout comme j'ai une partie de mes grands-parents en moi. Euh, et à partir de là, je suis très, très en accord avec le passé, le présent, le futur. Comme disait Hugo dernièrement, on voit l'avenir dans le visage d'un bébé. On voit tout l'avenir, mais on voit aussi le passé. On voit sa grand-mère. Moi, j'ai une grand-mère que j'ai perdue il y a 2 ans et ça a été un drame absolu dans ma vie. Alors, c'est pas ma grand-mère de sang. Pour autant, je lui transmettrai les valeurs. Parce que parfois, il y a des familles recomposées. Mmh. On peut être élevé par son beau-père ou par sa belle-mère parce que soit le papa est parti, soit il est décédé, ou la maman, etc. On peut aussi être élevé par des personnes qui ne sont pas de notre sang. Euh, le principal, c'est les valeurs, la transmission. C'est effectivement d'avoir foi un minimum en l'avenir, parce que si on n'a pas foi, on n'en fait pas, hein, évidemment. Et, et simplement construire. Construire, être solide dans ses fondations. Mariez-vous. Moi, c'est ce que j'ai aussi envie de dire, parce qu'avant de parler d'enfants, ce documentaire, il parle de natalité. Ce que j'aurais peut-être plus approfondir, parce que ça faisait partie de ta Mmh. question, c'est ça. C'est plus les relations hommes-femmes. Il y a de nombreux intellectuels qui en parlent. Il y a des essayistes qui en parlent également, de ces relations hommes-femmes qui sont très, très intéressantes. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous avez envie de construire. Et Dieu seul sait à quel point il y a des obstacles dans la vie, à quel point c'est difficile. Interrogez seulement vos parents ou vos grands-parents, si vous les avez encore, sur la difficulté et les obstacles qu'ils ont dû parcourir. Euh, pour moi, une fois de plus, ne cédez pas au nihilisme, ne cédez pas aux tentations, ne cédez pas à la consommation. Euh, c'est facile. Il y a toutes les options aujourd'hui pour aller voir ailleurs, pour avoir la tête ailleurs, pour se dire je pense à moi avant de penser à mon enfant. Dieu dit aime ton prochain. Ton prochain, c'est ton enfant. Et il n'est pas encore là, mais c'est quand même ton prochain. Donc aime-le, chéris-le, transmets-lui tout ce que tu sais, tout ton savoir, toutes tes valeurs. Il prendra peut-être certaines choses, il laissera peut-être certaines choses, mais ce qui est certain, c'est que euh, on ne peut pas. On peut trouver difficile d'avoir un enfant, mais on ne peut pas regretter d'avoir un enfant, sauf cas extrêmement exceptionnel quand on entend des choses. Il y a eu des crimes, etc. Bah, en fait, oui, mais en fait, même la maman du pire criminel
aimera son Mmh. enfant. Mmh. Elle peut lui en vouloir, et cetera, mais ça restera son petit parce qu'elle voit dans les yeux de son fils ou de sa fille le bébé, tout son passé aussi. On est sur plein de sujets en même temps, hein. Je veux pas faire la philosophe et il y a tellement de sujets à aborder autour de la famille, la transmission, les traditions, mais tout ce que je veux vraiment dire, c'est, voilà, réfléchissez à ce que vous voulez voir plus tard. Réfléchissez, à ce que vous voulez pour vos enfants, vos petits-enfants, et aussi, si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez pour eux, pensez à ceux qui ont été dans votre famille et qui sont décédés et qui aujourd'hui, en fait, ne sont plus là. Est-ce qu'ils auraient aimé voir tout ça? Merci Louise. Merci Loane. Merci beaucoup Louise. Merci Loane. Donc où est-ce qu'on peut retrouver ton documentaire Adieu les bébés qui vient de sortir? Alors, mon documentaire va être, à retrouver sur, Frontières+. Pour accéder à Frontières+, qui est la plateforme, de streaming de Frontières, la plateforme vidéo, où il y a de nombreux documentaires, de nombreuses émissions, eh bien, il faut simplement s'abonner sur www.frontiersmedia.fr. Il y a l'abonnement numérique qui est disponible, qui permet d'accéder à toutes ces offres-là et donc à mon documentaire Adieu les bébés. Parfait. Merci Loane. Merci.